Comme l'a dit Émilie, j'ai le plaisir de co-diriger une thématique au sein de la chaire Normandie pour la paix avec un collègue philosophe qui s'excuse, qui pouvait pas venir aujourd'hui, c'était prévu initialement, qui est justement intitulé Éthique environnementale pour juristes, hein, et c'est la thématique que je reprends. En revanche, j'anticipe pas le livre qui sera publié en 3 langues, ou plutôt 3 livres avec le même contenu, un en anglais, un en français, un en langue espagnole. C'est-à-dire, je ne reprends pas le futur contenu de ce livre, mais je vous propose mes réflexions personnelles, hein, sur la thématique de l'éthique environnementale pour juristes. Personnellement, je suis juriste, mais j'ai fait aussi des études de philosophie et j'ai redécouvert, ça a dormi pendant des dizaines d'années, et depuis quelques années, je me suis remis un peu à la philosophie et je profite beaucoup de mon collègue. Voilà, donc je vais essayer de vous introduire un peu aux considérations éthiques, mais appliquées au droit. Alors, comme d'habitude, hein, il faut définir les termes du sujet. Donc, je vous proposerai une définition de tous les termes du sujet. Donc, éthique, c'est quoi? On peut dire que c'est une discipline de la philosophie, comme il y a le droit commercial ou le droit civil, etc. En droit, il y a aussi des disciplines en philosophie. Il y a la métaphysique, hein, et il y a aussi l'éthique. Hein. Donc, c'est quoi l'éthique? C'est une discipline de la philosophie qui s'occupe des pratiques individuelles et sociales au sein d'une communauté, hein, pratique de ce qu'on estime constituer un bien ou un mal. Ce qui veut dire les notions clés, hein, c'est bien et mal par opposition, mais il y a une autre notion clé, hein, qui est considérée par les anciens philosophes occidentaux, hein, en partant d'Aristote, mais déjà avant un peu Platon, c'est déjà aussi la justice. Alors la justice, c'est un terme qui nous intéresse beaucoup, hein, c'est un terme polyvalent en langue française et en langue anglaise. Ma langue natale est l'allemand. Là, il n'y a pas d'ambivalence, il y a plusieurs mots, hein, pour les différentes significations. Justice peut signifier un système, hein, judiciaire, hein, donc on traduire quelqu'un devant la justice, hein, donc on fait appel à un appareil, hein, juridictionnel. Mais en éthique, en philosophie, il y a une autre signification, et c'est celle qui est au cœur, non, de l'éthique. Alors, je vais approfondir, c'est surtout la justice, hein, qui nous intéresse en tant que juriste, beaucoup plus que le bien, hein. Mais les deux sont à rapprocher. Alors, imaginez, vous avez un gâteau. Il y a 4 personnes et il faut partager ce gâteau. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il serait juste pour partager ce gâteau? Alors, il y a plusieurs possibilités, vous allez voir, mais c'est évident, il faut partager par 4. Hein, je fais 4 parts égales du gâteau. C'est juste, chaque participant au repas a droit à la même part. Et c'est ce qu'on appelle la justice égalitaire. Mais vous allez voir, c'est seulement une forme de justice. Il y en a un qui va dire, mais moi j'ai préparé le gâteau, j'ai acheté tous les ingrédients, je veux un morceau plus grand parce que j'ai plus de mérite, hein. J'ai tout payé. Dans ce cas-là, on va donc donner à la personne qui a préparé le gâteau un morceau plus grand, hein, ce qu'on appelle la justice méritoire. Par exemple, notre société libérale repose beaucoup sur cette justice méritoire. Plus j'ai des diplômes, plus je gagne dans la vie, non, plus je suis qualifié, plus je gagne, etc. Donc ça, c'est la justice méritoire. C'est une autre justice. Troisième possibilité, toujours nos 4 personnes, il y en a une qui dit « Mais moi, j'étais malade pendant 6 mois, je suis tout amaigri. J'ai besoin d'un morceau plus grand parce que vous êtes en bonne santé et moi, j'ai besoin d'un morceau plus grand pour récupérer. » Alors, on va donner à cette personne un morceau plus grand, hein, ce qu'on appelle la justice sociale. Un système de sécurité sociale, par exemple, repose sur cette forme de justice. Hein, en général, toutes les institutions sociales, ce qu'on appelle l'État social, hein, reposent sur cette idée de justice sociale.
Mais imaginez, dernière possibilité, il y a peut-être on n'a pas seulement 4, on a 12, hein, parce qu'on fait souvent 12 parts d'un gâteau. Alors, il y en a 12 et on va décider de voter. Hein, on va dire, on va être démocratique. La démocratie, c'est génial. On va être démocratique et on va voter. Alors, qui va recevoir la plus grande partie ou le plus de morceaux? La personne qui sera le plus populaire. Hein, c'est-à-dire pour la personne où il y a une majorité pour laquelle vote la majorité. Hein. C'est ce qu'on appelle, qu'on pourrait appeler la justice démocratique. Mais vous voyez, cette justice, c'est peut-être la plus critiquable, non, des trois. Alors j'ai fait ici hein, un petit schéma sur les justices distributives. Donc vous voyez d'abord la distribution égalitaire, la distribution méritoire, la distribution sociale, qu'on appelle aussi la distribution corrective, et la seule qui sort, hein, qui est moins légitime, c'est la distribution démocratique, parce que potentiellement, elle est injuste. Hein, elle est le résultat d'un vote majoritaire. Alors, donc, pour préciser, l'objet de l'éthique, hein, c'est la recherche de la justice. Et comme on va parler aussi de justice environnementale, on verra au cours de ma contribution comment on peut appliquer cette justice qui, initialement en philosophie occidentale, était conçue pour des rapports purement interhumains, comment on peut l'appliquer à l'environnement et à des éléments de la nature. Donc je poursuis, hein, donc on s'est arrêté avec la recherche de la justice. Il y a un grand philosophe, le philosophe Kant, qui justement dans sa philosophie, il distingue une philosophie théorique et une philosophie pratique. La philosophie théorique, c'est par exemple la métaphysique, hein, qui répond aux questions d'où je viens avant ma naissance, où je vais après la mort, pourquoi je suis, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, etc. Alors Kant, il va abandonner ces questions parce qu'il va prouver qu'on ne peut pas donner des réponses hein, à ces questions. C'est-à-dire l'esprit humain, il est trop limité pour trouver une réponse. Il dit on peut croire, mais on ne peut pas le prouver d'une manière rationnelle. Hein, les réponses. Donc lui, il se penche sur la philosophie pratique, c'est l'abandon, c'est l'écroulement de la philosophie théorique. Mais il se penche sur la philosophie pratique. Et la philosophie pratique comporte pour lui deux disciplines, l'éthique et le droit. Comme c'est un juriste, comme c'est un philosophe, il va appeler ça la philosophie du droit, mais pour lui, c'est du droit. Donc il va distinguer deux catégories de disciplines, l'éthique et le droit. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'éthique. Mais les deux partagent quelque chose, les deux sont normatives. Hein, elles s'intéressent à des normes. Le droit, vous le savez, ce sont des normes qui sont imposées d'une manière autoritaire, alors que depuis Kant, mais déjà avant, l'éthique, c'est des normes que nous nous imposons nous-mêmes. Hein, si nous les violons, ces normes, il n'y a pas de sanction juridique. Hein, c'est-à-dire, on peut simplifier, l'éthique, c'est les normes que nous nous posons à l'intérieur de notre esprit, alors que le droit, c'est les normes qui nous sont imposées par l'extérieur. Alors, comment on fait coïncider les deux hein, lorsque on poursuit le même but. Si j'ai bien envie de frapper quelqu'un, mais je le fais seulement parce que c'est interdit par le droit et j'ai peur des conséquences, ça ne serait pas éthique, mais j'aurais un comportement conforme au droit, parce que je n'ai pas frappé autrui, même si je serais très fâché. Si maintenant je considère que je n'ai pas le droit de frapper quelqu'un parce que je suis fâché, et c'est interdit en droit, hein, les deux coïncident. Et pour Kant, l'idéal, c'est de faire coïncider les deux. Voilà, donc on a précisé ce qu'on peut entendre par éthique. Maintenant, je passe à l'éthique de la nature ou à l'éthique environnementale.
Donc je vous ai cité un peu plus haut un ouvrage qui pour moi est l'ouvrage de référence sur l'éthique en matière environnementale. C'est un auteur suisse qui s'appelle Gérald Hess, Éthique de la nature. Au moins en langue française, c'est un manuel, donc ça ne défend pas des idées particulières, ça retrace un peu tous les courants. Donc c'est à mon avis le manuel de référence, au moins en langue française. Alors lui, il dit l'éthique de la nature, c'est les conduites humaines à l'égard de la nature. Donc maintenant, ce qui est nouveau, vous connaissez peut-être un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, qui justement élargit l'impératif catégorique de Kant aux éléments de la nature, à l'extérieur de la personne humaine et même vis-à-vis des personnes qui ne sont pas encore nées. Donc c'est le philosophe des générations futures. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le principe responsabilité ». J'ouvre une petite parenthèse. C'est un auteur allemand, juif, qui a dû fuir l'Allemagne pendant le national-socialisme. Donc il s'est installé aux États-Unis. Et malheureusement, il a écrit cet ouvrage en anglais. Et il ne maîtrisait pas suffisamment l'anglais pour bien déterminer les termes. Parce que responsabilité, une petite précision sur les termes, le terme français, vous savez, chaque langue est plus ou moins riche dans des domaines différents. Donc plus vous avez des mots pour des concepts différents, plus on peut exprimer des concepts, plus il y a des homonymes, plus il y a risque de confusion. En langue française, on a responsabilité avec beaucoup de significations. Dans ce domaine précis, ça ne veut pas dire que la langue française elle est plus pauvre, mais à propos de ce concept précis, la langue française elle est plus pauvre que, par exemple, la langue anglaise. Comment je peux traduire responsabilité en anglais? J'ai 3 mots. J'ai accountability, responsibility, liability. Donc, comment je vais traduire chacun de ces mots? En général, en ajoutant un adjectif, un épithète, au mot responsabilité en français. Liability, on pourrait traduire, ça se discute, mais d'une manière simplifiée, on pourrait dire c'est responsabilité civile. On pourrait dire responsibility, c'est responsabilité plutôt des personnes publiques. Liability, accountability, ça c'est plutôt la responsabilité au sens moral, mais aussi au sens politique, la responsabilité politique. Donc vous voyez, maintenant il y a Hans Jonas, donc il a écrit ce livre, il l'a appelé en anglais The Principal Responsibility, alors que à mon avis, il aurait dû l'écrire sous le titre Accountability, non, en anglais. Bon, quoi qu'il en soit, ça a été traduit ensuite en français par le principe responsabilité, donc littéralement. Donc lui, il élargit l'impératif catégorique aux éléments de la nature, aux générations futures. Je ne sais pas, peut-être, je précise très brièvement ce que c'est l'impératif catégorique. Vous êtes des juristes, vous distinguez très bien le contenu et la forme, ou le fond et la forme, la matière et la forme. Nous, en tant que juristes, on est très habitués de distinguer justement forme d'un côté, c'est des procédures, fond de l'autre. Alors, ce qui révolutionne avec Kant l'impératif catégorique, c'est qu'il transforme la règle d'or. La règle d'or, c'est un contenu, on l'a dans beaucoup de religions et de philosophie. Il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas subir soi-même. Mais ça, c'est un contenu. Je sais exactement, il ne faut pas faire autrui du mal. Donc la règle d'or, il ne faut pas faire du mal à autrui. Alors Kant, maintenant, il transforme cette obligation de contenu concret, en une obligation formelle. C'est-à-dire, il dit, je prends ces termes, après j'explique, la maxime de quelqu'un doit pouvoir devenir loi générale. Donc une maxime doit pouvoir devenir loi générale. C'est quoi? Sous terme de maxime, il entend un comportement personnel. Loi générale, là, il ne parle pas en tant que juriste, il
quand il parle d'une loi morale qui doit devenir générale. Donc je dois me comporter de sorte que si je souhaite que mon comportement devrait être le comportement de tout le monde. L'exemple qu'il prend, qui est très joli, c'est le voleur. Le voleur, imaginez, je vous prends votre téléphone sans votre accord. Je vous le vole. Alors le voleur, il a un comportement, il prend quelque chose de vous. Alors lui, il ne veut pas que son comportement devienne loi générale. Il ne veut pas que tout le monde vole, parce que lui-même, il ne voudra pas qu'on lui vole des choses. Donc pour Kant, ça viole l'impératif catégorique. Si maintenant je suis communiste de base, je suis vraiment communiste, communautariste, je veux tout partager. Dans ce cas-là, je vous prends votre portable, mais je m'en fous si vous me prenez mon ordinateur parce que je considère que ça appartient à tout le monde. Donc dans ce cas-là, le même comportement, je vous prends votre portable, est conforme à l'impératif catégorique, parce que je considère que tout le monde devrait partager toutes les choses avec tout le monde. Donc vous voyez, c'est une relation interpersonnelle. Et qu'est-ce qu'il a fait Hans Jonas? Il a transféré ça aux générations futures, c'est-à-dire Kant n'est pas allé aussi loin, il a donné les bases, mais Hans Jonas, il a dit, mais cet impératif catégorique doit aussi s'appliquer aux générations futures, à des personnes qui ne sont pas encore nées, et à des éléments de l'environnement. Ce qui veut dire, je dois me comporter à l'égard de l'environnement de sorte que ça puisse devenir une loi générale. Donc si je pollue, ça voudrait dire j'accepte que tout le monde pollue et j'ai envie de vivre dans un environnement horrible. Si j'ai cette conviction-là, si j'aime bien la pollution, les saletés et tout ça, et je pollue moi-même, c'est conforme à l'impératif catégorique. En revanche, si je pollue et moi, je veux vivre dans un environnement propre, c'est ce qu'en anglais, on a NIMBY, not in my backyard. Ça, justement, ça, c'est pas conforme à l'impératif catégorique. Donc, le grand progrès de Hans Jonas, c'est d'avoir élargi l'impératif catégorique de Kant au-delà des relations purement interhumaines. Voilà, je continue toujours avec les... Non, là j'ai quelques grandes visions conceptuelles de l'éthique. On peut tout... Vous savez, en philosophie, les philosophes ne sont jamais d'accord entre eux. Il y a des courants, il y a des mouvements, mais bon, c'est dans chaque discipline, c'est comme ça. Alors, il y a plusieurs éthiques, plusieurs mouvements éthiques, et j'en propose ici les 4 qui sont principaux. C'est d'ailleurs les seuls que je décèle. Il y a d'abord l'éthique de la vertu. Ça, c'est Platon, Aristote. Spontanément, je me comporte d'une manière juste. Au moins, dans l'Antiquité grecque, on pensait qu'on peut établir ce qui est juste. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus relativiste. On ne sait plus tellement ce qui est juste. Il y a encore des représentants actuels. Elizabeth Anscombe, c'est une des premières grandes dames de la philosophie, s'inscrit par exemple dans cette éthique de la vertu. Ensuite, il y a l'éthique conséquentialiste. Ça, c'est l'utilitarisme. Donc, j'ai une conséquence, je fais quelque chose, et ce que j'apprécie, c'est la conséquence de mon acte. Ça, c'est Benjamin Bentham. Ça, c'est John Rawls qui l'a socialisé, qui l'a modernisé. Ensuite, il y a l'éthique déontologique. Déos, en grec, ça veut dire devoir. Donc, c'est l'éthique fondée sur le devoir. Et là, c'est Kant qui va vraiment la lancer. Il faut imaginer, si aujourd'hui vous dites à un enfant, imaginez un enfant veut faire quelque chose du bien et c'est un désastre. D'un point de vue éthique conséquentialiste, vous allez punir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a créé un désastre. Mais si l'enfant, il voulait faire du bien et il en résulte un désastre, depuis Kant, on va dire c'est pas grave, c'est la bonne volonté qui compte. Donc ça, c'est Kant. Il faut imaginer
que la mentalité avant n'existait pas en ce sens-là. Hein, pour nous, c'est éthiquement assez normal qu'on ne va pas punir un enfant qui casse quelque chose, mais qui venait avec toutes les bonnes intentions. Non? Mais ça, ce n'était pas toujours comme ça. Hein. Donc, avant, c'était l'éthique de la vertu. Donc, ça, c'est un grand changement dans notre pensée de nos sociétés depuis Kant. Et enfin, donc après, vous avez des théories. Donc, devoir stricto sensu, ça, c'est Kant. Le contrat, ça, c'est tout. Donc, c'est parce que je donne. Parce que tu donnes, je donne, hein, dot ou des. Après, il y a la théorie de la discussion, c'est Otto Appel et Jürgen Habermas, non, qui élargissent la théorie de Kant à la théorie de la discussion. Bon, il y a plein de sous-mouvements. Et enfin, il y a une éthique émotionnelle. Un grand représentant occidental, c'est Schopenhauer. Schopenhauer, vous savez, c'est le premier qui s'intéresse au bien-être des animaux, hein, qui devient végétarien parce qu'il observe les conditions épouvantables de l'élevage en masse, des abattoirs, etc. Hein, donc Schopenhauer, ça c'est l'éthique émotionnelle, hein, l'empathie, et donc on verra par la suite, ça va jouer un rôle avec la personnalisation d'éléments de la nature. Plus un organisme nous est proche, plus on a de l'empathie. On a de l'empathie avec un grand singe. On a de l'empathie avec un chien. Donc, on est dans le domaine des mammifères parce que nous sommes des mammifères. Mais quid des oiseaux? Quid des reptiliens, des poissons et des insectes, hein? Est-ce que j'ai de l'empathie avec un moustique qui veut me piquer et que je tue? Ce qui veut dire, là, l'éthique émotionnelle, elle est très relative. Hein, donc, il y a certains philosophes aujourd'hui, ça c'est la plus grande discussion entre philosophes, éthiciens environnementaux, mais où s'arrête l'empathie avec le monde animal? Hein, est-ce que les invertébrés, est-ce que non, etc. Donc, et là, il n'y a pas de consensus. Hein. Il y en a, par exemple, Tom Regan, mon philosophe, il est des États-Unis, préféré dans ce domaine-là, il dit, oui, mais ça vaut pour les mammifères de plus d'1 an. Et il dit au minimum. Et la conscience, on l'a beaucoup attaqué là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Singer, qui est beaucoup plus radical comme philosophe dans ce domaine-là. Il a attaqué, mais pourquoi les mammifères de plus d'1 an? Mais Tom Regan, il dit, mais parce que là, il peut avoir un consensus. On peut aller plus loin. On peut protéger aussi les oiseaux, par exemple. Mais au minimum, il faudrait doter il faut transformer en agents éthiques les mammifères âgés de plus d'1 an. Alors, vous voyez, il y a plein d'arbitraires là-dedans. Pourquoi 1 an? Pourquoi les mammifères, etc. Mais il a dit, bon, je propose ça comme base de discussion. Après, on peut aller plus loin. Donc ça, c'est le problème de l'éthique émotionnelle. Non, à quelle espèce s'étend notre empathie aux plantes? Lorsque j'abats un arbre, est-ce que je dois avoir de l'empathie avec l'arbre? On peut même imaginer, et dans certaines religions naturelles, on a de l'empathie pour les éléments inanimés, hein, avec une roche, avec des pierres, etc. Donc là, c'est probablement le domaine le plus controversé actuellement. Maintenant, je termine avec le dernier terme de ma définition, donc l'opposition entre environnement et nature. Hein, c'est-à-dire, certains disent, moi je suis spécialiste de l'éthique de la nature, Gérald Hess, que j'ai mentionné tout à l'heure, d'autres parlent d'éthique environnementale. Alors ça, c'est toute la grande discussion qui vous est certainement familière entre les termes environnement et nature. Alors je vais être assez bref. Environnement, c'est un terme qui apparaît dans les dictionnaires des différentes langues dans les années 1970 dans sa signification actuelle, hein, donc appliquée à des éléments de la nature. Bien sûr, ça existait déjà comme environnement spatial. Ici, on est dans un environnement. Mais l'environnement, dans le sens élément de la nature, ça, c'est une signification qui apparaît dans les années 1970 dans les dictionnaires, dans les différentes langues. C'est clairement un concept anthropocentrique parce que ça vise ceux qui environnent, encadrent les êtres humains. Donc, vous voyez, moi, je suis au centre et je suis environné. Hein.
En allemand, c'est Umwelt, c'est ce qui est dans le monde autour de moi. En anglais, c'est environment. En espagnol, c'est medio ambiente, mais c'est aussi la même idée, hein, ce qui m'entoure. Hein. Je suis au milieu de quelque chose qui m'entoure. Donc cette image, elle est similaire, au moins dans un certain nombre de langues occidentales. Ça serait intéressant de voir dans d'autres langues comment ce terme, quelle est l'origine étymologique de ce terme. En revanche, la nature, c'est un concept, certes aussi forgé par l'homme, mais pour décrire les éléments qui échappent à la culture humaine. Donc on oppose nature et culture. Hein. Malheureusement, et là c'est les philosophes et les auteurs du romanticisme allemand, hein, début du 19e siècle, qui ont cette image angélique de la nature. C'est plein de poèmes dans la forêt, les eaux ruissellent, les bruits dans l'arbre faits par le vent, etc. C'est ça la nature, hein, lorsque le concept moderne de la nature émerge. Alors natura, hein, en grec ancien, c'est physis. Hein, c'est exact. Physis, natura, c'est synonyme, hein, c'est les mêmes termes. Mais cette signification qu'on a aujourd'hui du droit de la nature, ça se forge à partir du 19e siècle. Ça a été très bien décrit dans un livre que j'ai mis dans la Bible. Donc, si vous voulez, je vous transmettrai par la suite le PowerPoint. À la fin, j'ai mis une bibliographie. Hein, donc, on a parlé tout à l'heure de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, c'est justement celui qui a le plus forgé ce concept de nature, l'un qui a contribué le plus. Ensuite, j'ai aussi la réduction scientiste, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'écologie, hein, c'est une science naturelle qui regarde les relations, mais c'est aussi assez réducteur, hein, c'est scientifiquement correct, hein, on peut analyser les interrelations entre les différents éléments de la nature, mais c'est aussi en quelque sorte réducteur parce que là, on enlève toute la dimension mythique. Hein, donc, c'est très difficile. Ensuite, il y a aussi l'opposition nature et culture. Ernst Cassirer, qui est un de mes philosophes préférés, il a écrit dans les années 1900 jusqu'à 1945. C'est le plus grand, c'est le philosophe qui a créé ce qu'on appelle la philosophie de la culture. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est la culture, lui, il vous le dit sur plusieurs milliers ou dizaines de milliers de pages. Alors lui, il dit, mais c'est les mondes que crée l'homme, hein, que crée l'être humain. Donc on crée nos mondes et il y a plusieurs mondes culturels. Il y a le monde de la mythologie, il y a le monde des sciences naturelles, il y a le monde de l'art, hein, toute l'expression artistique. Mais il y a aussi le monde du droit. Hein. C'est-à-dire c'est lui qui raisonne pour la première fois à propos du droit comme un monde fermé, hein, qui s'auto-alimente avec ses propres logiques. Ce n'est pas nouveau, mais il le conceptualise très bien. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous les juristes, les spécialistes du droit, hein, bien sûr, je parle du droit objectif, donc du corps des règles dans son ensemble. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Hans Feinger, qui est le philosophe, il a écrit entre 1880 et 1910, quelque chose comme ça. Il a inventé le fictionnalisme, hein, c'est-à-dire il a dit la fiction, c'est quelque chose d'utile. Hein, donc la fiction, souvent on dit c'est péjoratif, mais c'est une fiction. Alors lui, il valorise l'idée de la fiction. Et il est très clair que le monde du droit, c'est un monde fictionnel. On peut le comparer, j'aime beaucoup les contes. Mon conte préféré, c'est Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, dans le premier volume, elle tombe dans un trou et elle rencontre un lapin et costume et cravate. Dans le second volume, c'est l'image que je préfère, elle traverse un miroir. Et de l'autre, elle rencontre de nouveau le lapin en costume et cravate. Donc ce miroir, c'est la frontière entre les mondes. Donc j'ai le monde réel d'un côté, je traverse le miroir, je rentre dans un monde fictif, Alice, donc dans son histoire assez délirante. Alors nous, on traverse un miroir et on entre dans le monde du droit. Et là, tout est différent, tout est fictionnel. De quoi est composé le monde du droit? Ça vous apprenez la première semaine lorsque vous avez fait des études de droit. Ce monde, il est peuplé de deux éléments, des choses et des personnes. Hein. Sauf que les personnes et les choses ne coïncident pas avec le monde réel.
Donc, je me transforme en personne physique lorsque je vais dans le monde du droit. Je suis un être humain ici, je traverse le miroir, je deviens personne physique. Et à côté, il y a les personnes morales, l'État, une société anonyme, une association. Et comme je parle avec mon lapin, là, dans le monde du droit, je suis en communication avec des personnes imaginaires, fictives, mais dans le monde du droit, on fait comme si c'était des personnes. Et tout ce qui n'est pas personne est par défaut chose. Alors, on a réussi, pour les sociétés anonymes, un intérêt économique a réussi à obtenir le bénéfice d'une personnalité juridique. Les actionnaires bénéficient d'une protection, peuvent ester en justice en toutes les qualités d'une personne, quid des éléments de la nature. Je suis une rivière, je ne peux pas ester en justice, sauf en Nouvelle-Zélande et je crois en Inde et peut-être aussi en Colombie. Mais c'est tout récent. Ce qui veut dire pourquoi avoir inventé la figure juridique de la société anonyme. On peut parler aussi des associations et des personnes publiques, bien évidemment. Mais pourquoi on ne doterait pas d'un statut identique les éléments de la nature? Comme dans le monde du droit et tout est fictif, rien s'y oppose d'un point de vue des logiques du droit. Après, c'est une faisabilité politique pour voter les textes pertinents. Mais d'un point de vue conceptuel du droit, rien ne s'oppose. Vous savez, on en a parlé de colonisation tout à l'heure. Vous avez dit, on n'est pas esclave, on est fait esclave. Mais si je suis dans la logique du droit, je suis esclave. Je ne suis pas fait esclave parce que je suis dans la fiction du droit. Et qu'est-ce que c'est un esclave? C'est une personne humaine qui, de l'autre côté du miroir, dans le monde du droit, est une chose. Donc on sait très bien dans le monde réel, c'est une personne, mais dans le monde du droit, c'est une chose. Propriété est possible, usus ab usus fructus. Donc je peux considérer qu'il s'agit d'une personne. D'accord, oh là là, je n'ai pas encore abordé le plus important, je suis encore en introduction. Alors, tu n'avais pas dit que j'avais une heure? Non. Pas, on a Narinder qui est en ligne. D'accord. D'accord. Alors je vais faire très vite. D'accord. Combien tu as besoin et un quart d'heure. Je lui demande un quart d'heure. D'accord. Alors je vais faire plus vite. Je pensais avoir une heure. Je ne vais pas faire. Donc je vais essayer de tenir. Voilà, donc la personnalité. Donc je défends très fortement l'idée de la personnalité juridique et j'aurai donc l'occasion d'y revenir tout à l'heure. J'ai seulement terminé l'introduction, donc je vais aller très vite avec ce qui reste. Mais soyez rassurés, il y a 4 sous-parties. Pour ces 4 sous-parties, il y a une seule diapo, donc c'est pas très long. Donc, de quoi je vais parler? Je vais parler donc des prémices, donc de l'éthique pour les éléments de la nature et ensuite des conséquences lorsque j'adopte une nouvelle approche éthique sur les éléments de la nature. Alors d'abord, je vais commencer avec les prémices et un élargissement du cadre de l'éthique traditionnelle en termes de valeurs. Alors là, j'ai un slide très compliqué que je vais expliquer un peu, mais pas trop longtemps non plus. Donc, vous voyez, il y a une grande division entre les deux. Il y a le relativisme des valeurs et l'objectivisme des valeurs. Lorsque c'est subjectif, donc relatif, subjectif, c'est le sujet qui attribue la valeur. Donc moi, comme être humain, je dis telle chose, tel portable, il a telle valeur. Après, regardez tout en bas. Ça peut avoir une valeur économique. C'est la pars pour toto pour ce qu'on appelle la valeur instrumentale. C'est-à-dire, ça me sert à quelque chose, alors je lui donne une valeur. Mais je pourrais aussi imaginer une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, vous voyez, tout de suite à côté, il y a aussi la valeur inhérente. Donc, il faut distinguer les deux d'après l'éthique la plus récente. Donc, vous avez la valeur intrinsèque, c'est que lorsque moi, comme être humain, j'attribue une valeur, mais je trouve que la valeur est intrinsèque. Tout cela repose sur l'idée d'intérêt. Ça, vous avez un peu en haut. Donc, le subjectivisme est fondé sur des intérêts. Je réduis, et nous nous intéressons ici aux éléments de la nature, je réduis tout à des intérêts. Alors,
l'idée plus intéressante, c'est l'objectivisme. Dans ce cas-là, je dis il n'y a pas d'agent, donc pas d'être humain qui peut dire ça vaut ça, etc. Ce qui veut dire, ça c'est l'idée de la dignité humaine depuis Kant, chaque être humain a une dignité inhérente qui est inattaquable. Maintenant, si je reste dans cette vision objective et je l'applique à la nature, je suis incapable de valoriser un arbre ou un animal ou un écosystème. Pourquoi? Parce que c'est objectif. Je ne donne pas un intérêt à ces valeurs-là. Il y a une valeur qui est, dans ce cas-là, inhérente. Donc la différence entre valeur inhérente, c'est lorsque je ne l'apprécie pas. Chaque élément de la nature a sa dignité pour soi et je suis incapable comme être humain de l'accorder. Donc je ne peux pas me mettre au-dessus de la création. Et dans l'autre, il y a, je valorise. Là, c'est déjà très positif avec la valeur intrinsèque, mais ce n'est pas suffisant. Je valorise encore, je donne encore un intérêt. Avec la valeur objective, je suis indigne de valoriser, de donner des intérêts, mais tous les éléments de la nature ont une dignité en tant que telle. Et si j'adopte cette valeur objective, je ne peux pas refuser la personnalité juridique à des éléments de la nature. Pourquoi refuser la personnalité juridique à des éléments de la nature s'il y a une dignité inhérente? C'est exactement le même raisonnement qu'on a avec l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage en droit n'existe plus. Il y a des situations d'esclavage, mais en droit, l'esclavage n'existe plus à cause de cette idée de dignité humaine. Donc, il en découle la personnalité juridique. Maintenant, un petit slide sur les élargissements des destinataires. Je vais être bref. En droit, on avait dit qu'il y a deux éléments, les sujets et les objets. Or, si j'ai appliqué les dernières recherches en matière d'éthique, donc par les philosophes au droit, il devrait avoir une situation hybride. Ce que appelle Tom Regan patient, moral patient, agent, patient moral. Alors, j'aime pas beaucoup le terme patient en langue française. Moi, personnellement, je préfère le traduire en latin, patiens. C'est un agent qui subit quelque chose. Parce que si je dis patient, il y a toujours cette idée de maladie. Alors, patience, ça veut dire que c'est quelqu'un qui subit, mais qui ne peut pas se défendre. On a ça avec les enfants de très bas âge. Un bébé, c'est un patiens. Alors, cette idée, c'est de transférer des droits à ce patiens. Un patiens serait titulaire de droits, mais d'aucune obligation. Or, chaque être humain, même incapable, même un bébé, a déjà des obligations qui sont exercées par les personnes qui le représentent. Il peut par exemple hériter et avoir des obligations patrimoniales, etc. L'idée du patiens, c'est que c'est pas une personne et c'est pas une chose, c'est quelque chose d'intermédiaire, c'est une entité qui ne peut avoir que des droits, mais pas d'obligations. Or, un sujet de droit, il a toujours les deux. Donc ça, c'est l'idée. On pourrait donc introduire en droit le concept de patiens, si on suit cette idée. Donc, je ne vais pas approfondir plus ce slide. Maintenant, quelles sont les conséquences? D'abord, les conséquences sur la personnalité juridique. Alors, on avait déjà dit, les personnes dans le monde du droit, c'est des fictions. Donc, la langue anglaise, elle est encore plus jolie à propos des personnes physiques, parce qu'elle utilise le terme latin. Elle dit « natural person ». En allemand, on dit « natürliche Person », comme en anglais. « Natural », ça veut dire en latin ce que veut dire « physique » en grec. C'est exactement synonyme, sauf que la langue française préfère le terme, l'épithète d'origine grecque, l'anglais d'origine latine. La personne morale, c'est encore mieux. Là, ça exprime que le droit des personnes morales, ce sont des fictions, parce qu'on dit juristic person. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui n'existent que dans le monde du droit. La fiction, le monde du droit comme monde fictif, il est absolument évident. Alors maintenant, il faudra regarder, il faut savoir que les personnes, sauf les personnes
physiques dotés de la capacité juridique, les majeurs principalement, ne peuvent pas agir. Donc, les personnes incapables, il faut un représentant. Et pour les personnes morales, il faut aussi des organes représentatifs qui agissent à la place de la personne. Alors maintenant, si je crée la personnalité juridique au profit d'éléments de la nature, un animal, un arbre, mais aussi ça peut être un écosystème fluvial, une montagne, une forêt, etc. Toute la difficulté, c'est de trouver l'organe adéquat de la représentation. Alors je dirais, certains organes sont mauvais. C'est-à-dire le propriétaire, certes, il a intérêt à protéger sa chose. Si j'ai un jardin avec un pommier dedans, je ne vais pas le polluer parce que j'aurai plus de pommes ou de pommes malsaines, non. Mais à la limite, je peux polluer et vendre ensuite le terrain. Donc le propriétaire, il n'est pas la personne idéale, même s'il peut avoir un intérêt à protéger, mais pas systématiquement. Les personnes publiques, l'État, il n'est pas du tout bon. En Équateur, c'est l'État qui représente la nature. C'est un désastre. Pourquoi? Parce que l'État, il défend l'intérêt général. L'intérêt général, c'est toujours une mise en balance d'intérêts. Donc, l'État doit toujours sacrifier certains intérêts au détriment d'autres. Donc, il pourrait sacrifier les intérêts de la nature. Donc, pour moi, l'État, il est un très mauvais représentant des éléments de la nature. Alors, je réfléchis beaucoup et je dirais soit c'est des associations de défense de l'environnement qui pourraient représenter les éléments de la nature, soit des experts écologues, par exemple, qui connaissent très bien les besoins d'un écosystème, ou un établissement public qui ne défend pas l'intérêt général, mais l'intérêt spécifique de l'établissement public, donc son objet. Donc là, vous voyez deux problèmes. Il faut d'abord introduire en droit la personnalité juridique en tant que telle, et ensuite, il faut trouver le bon organe représentatif qui est souvent une autre personne fictive, une autre personne morale. Alors, je conçois donc trois solutions juridiques. La personnalité morale accordée à des collectivités d'éléments. Si je veux donner la personnalité juridique à une rivière ou à une montagne, c'est la personnalité morale, c'est une collectivité, c'est comme une société anonyme ou une association. Ensuite, on peut élargir la personnalité physique qui est aujourd'hui limitée aux êtres humains, accordée à des individus individuels. J'ai un chien particulier ou j'ai un ours particulier. Donc là, la personnalité physique, elle est adaptée. Et la troisième solution, c'est celle que j'appelais sui generis, à mi-chemin entre personne et chose, c'est le concept de patience. Donc j'accorde un statut, un élément de la nature qui ne profite que de droit de ne pas être éliminé, de ne pas être pollué. Alors vous voyez, ça crée une égalité en justice, c'est-à-dire ce qui me pose un problème actuellement, que la rivière qui est polluée ou l'élément de la nature ne peut pas se défendre en justice, alors que la société anonyme, elle a la capacité juridique pour agir en justice. Je ne veux pas dire que les éléments de la nature gagnent tous les procès, mais il s'agit d'établir une égalité en termes de fictivité juridique. Si la société anonyme, elle n'a que des droits et très peu d'obligations. Donc les actionnaires ont le bénéfice aux dividendes, ils ont droit à l'information, ils ont protégé contre une offre d'achat hostile, etc. Très peu d'obligations. Alors on pourrait imaginer une personne naturelle, constituée d'éléments de la nature. De la même manière, il faut construire un statut. Quels sont les droits, quelles sont les obligations? Une ours qui attaque un chasseur parce qu'elle défend ses petits est par exemple irresponsable, alors que d'autres actes pourraient être imputés à des éléments de la nature en termes de responsabilité. Et ça, c'est mon dernier point, mon dernier slide. Donc, quelle est la conséquence? Je regarde l'heure. Voilà, j'ai encore une minute. La responsabilité, j'ai déjà parlé des difficultés de traduction, mais bon, là, il faudra donc réfléchir qui est responsable, qui est victime, et donc là, l'idée intéressante, c'est de pouvoir défendre les éléments de la nature en tant que victime, et on augmenterait la possibilité
lorsqu'on donne la personnalité juridique. Alors, les juristes français pourraient dire oui, mais les associations de défense défendent déjà l'intérêt de la nature. Donc, on n'a pas besoin de personnaliser, c'est déjà suffisant, hein, le droit français. À cela, je réponds, mais c'est aussi une perception sociale. Certaines sociétés anonymes, je parle pas, je les nomme pas, mais vous connaissez tous certaines grandes sociétés anonymes dans le domaine de la communication, etc. Tout le monde les connaît. Elles ont la personnalité juridique. Si vous donnez la personnalité juridique aux éléments de la nature, on va les connaître mieux. Hein. On n'a pas besoin d'une protection indirecte à travers d'autres acteurs comme les associations ou les personnes publiques. Voilà, donc je vous transmettrai mon PowerPoint. Ici, il y a 3 pages de bibliographie, si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre attention.